first question would be, what does it mean to you in your imaginary the concept of Europe? Ma conception, ce qui me vient à l'idée de l'Europe, c'est l'Europe au XXIe siècle, je veux dire. C'est un continent hétérogène, hétérogène au plan politique, au plan économique, au plan social, mais aussi, disons, bien positionné sur les questions des droits de l'homme, disons, plus que l'Afrique. According to your experience, what would you identify as the strongest pattern of cooperation or obstacle in the African-European multi-stakeholder dynamics? Can you repeat? Okay. According to your experience, what would you identify as the strongest pattern of cooperation or obstacle in the African-European multi-stakeholder dynamics? I think, je peux aller en français, c'est bon? Yes, yes. OK. Je pense que l'expérience, disons, de coopération au plan économique est la plus connue, au plan politique et économique, entre l'Europe et l'Afrique, c'est beaucoup plus les accords ACPUE de Cotonou. Si je me positionne sur disons les exigences de l'article 9 de ces accords, on peut se poser la question de savoir si concrètement la qualité de la gouvernance en Afrique a permis en fait aux Africains de capitaliser ces accords. Certainement les Européens en ont tiré le maximum de profit. Mais au fond, pour les Africains, la question demeure, oui, on a passé des accords, oui, il y a une coopération politique et économique, mais est-ce que les Africains se sont donné les moyens de capitaliser ces accords? Nous sommes à la phase de renégociation de ces accords. Certainement que l'Europe a suffisamment pris du recul, a suffisamment réfléchi, mûri les thèmes sur lesquels elle va renégocier les accords ACPUE. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir si l'Afrique, et si je vais être plus spécifique, si par exemple la CEDEAO, la CEDEAO à laquelle le Bénin appartient, le Bénin d'où je viens, si ces regroupements ont pu travailler en fait à renégocier ces accords dans l'intérêt de l'Afrique ou de la CEDEAO. Quand on s'y intéresse de près, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Encore une fois, on ira à une renégociation qui certainement ne va pas intégrer les réels enjeux économiques et politiques de l'Afrique et disons de la CEDEAO pour être beaucoup plus ouest-africain. Cependant, il est important de rappeler que, quel qu'en soit le thème de la renégociation, la société civile, les activistes des droits de l'homme ne manqueront pas de rappeler en fait les fondamentaux en termes de gouvernance publique, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, que ce soit les Caraïbes ou le Pacifique. Nous sommes tous membres d'une communauté internationale de valeurs et de principes. Nous avons adhéré à des instruments internationaux de droits de l'homme. Nous sommes régulièrement soumis à des exercices périodiques de vérification ou de contrôle de la mise en œuvre de ces engagements internationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas occulter, on ne peut pas cacher en fait les conséquences de la mauvaise gouvernance en Afrique
en supposant simplement qu'il y a des cadres de coopération entre l'Afrique et l'Europe. Donc ce qu'un activiste des droits de l'homme, ce que je suis, ou ce que tout chercheur bien sensé africain devrait, disons, soulever, c'est pourquoi est-ce que le non-respect des droits de l'homme, ou pourquoi est-ce que le non-respect des standards internationaux reconnus dans les instruments internationaux en matière de droits de l'homme ne sont pas en quelque sorte des indicateurs majeurs d'évaluation de la coopération économique et politique entre l'Afrique et l'Europe. C'est des questions sur lesquelles je pense qu'on pourrait s'interroger. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas suffisamment les réalités africaines dans la négociation ou dans la renégociation de ces accords? Vous allez me dire que nous avons des gouvernants qui vont signer pour nous, que nous avons des dirigeants qui vont signer pour nous, et que démocratiquement on leur a donné un mandat pour signer pour nous, pour nos intérêts. Mais vous êtes aussi conscient de ce que, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Dans la réalité, ça ne suit pas, en fait, la dynamique politique, sociale et économique africaine. À la limite, on peut se poser la question de savoir, est-ce que vraiment l'Europe, dans ce type de coopération, ne se contente pas juste de gérer ses intérêts et laisser les Africains à leur sort, tout simplement. Parce que c'est déjà conscient, c'est déjà clair que lorsqu'on rentre dans les effets de la coopération, on se rend compte qu'il y a beaucoup de biais. C'est comme un marché de dupes. Mais il est vrai, ce sont nos présidents qui signent. Il est vrai, ce sont nos représentants qui signent. Mais ça manque de sens, ça manque de logique. Qu'on fasse tout, mais au mépris des valeurs et principes pour lesquels, depuis 1948, il y a une communauté internationale encline sur les droits de l'homme. Ça manque de sens, tout simplement. Donc, quand bien même les Africains ou la CEDEAO, je sais quoi, se rentrent en partenariat, en accord stratégique avec l'Europe, nous autres activistes, nous espérons aussi beaucoup plus de l'Europe, suffisamment de pudeur dans le déséquilibre des thèmes de négociation, du moment où nous ne sommes pas suffisamment représentés en termes de conditionnalité, en termes de conditions, en termes d'exigences dans l'écriture ou dans l'élaboration de ces cadres d'accords. Donc, c'est, disons, un plaidoyer, en fait, d'un activiste. C'est-à-dire, oui, d'accord, nos chefs décident pour nous, mais nous voudrions aussi quand même que nous voudrions compter sur la sagesse européenne et sur l'attachement de l'Europe aux droits humains pour que les rapports ne soient pas suffisamment déséquilibrés. Nous avons discuté les diverses options de l'Afrique, les possibilités, la coopération avec des pays étrangers. Une question en anglais. How much does Africa do enough to develop herself, or does she look too much to Europe, to America, to China, to other countries? Oui, là, vous me renvoyez en plus à notre responsabilité. Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour nous assumer? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour nous développer? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour être, disons, un continent fier de ses opportunités, de ses forces? Je crois que aujourd'hui, il y a une nécessité dans le cadre du processus démocratique que l'influence étrangère commence par baisser, ne serait-ce que sur les questions
d'alternance démocratique, sur les questions de gestion des ressources naturelles, sur les questions, je dirais aussi, de gouvernance économique. Il y a le lourd héritage colonial que nous traînons, mais qui n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Donc, il y a aujourd'hui un nouveau leadership sur le continent qui travaille à ce qu'on cesse de rappeler dans le rétroviseur, de regarder dans le rétroviseur, et qu'on se projette sur l'avenir. Et donc, pendant que nous nous projetons, nous, leaders africains, sur l'avenir, nous voudrions bien espérer que les valeurs et principes avec lesquels nous nous projetons sur l'avenir soient partagés et assumés par l'Europe. C'est important. C'est important. Donc, des efforts se font déjà en termes de, disons, en termes de vision, en termes de nouvelles perceptions, en termes de perspective, disons, les efforts se font déjà. Mais ce qu'il y a, nous avons l'impression que qu'il y a comme disons, un renforcement ou bien qu'il y a comme une caution tacite à un establishment politique qui, depuis 40 ans, depuis 50 ans, en fait, n'a pas produit des résultats. Donc, soyez rassurés que cette fierté africaine viendra beaucoup plus de la nouvelle génération qui ne traîne pas cet héritage colonial, ou du moins les restes de cet héritage ne veut pas le traîner. Et donc veut s'assumer. Et ça, pour nous, le premier outil, en fait, c'est les droits de l'homme. Le premier outil, en fait, c'est les valeurs et principes sur lesquels, depuis 1948, il n'y a plus grande démarcation, il n'y a plus grande différence entre Asiatiques, entre Américains, entre Africains, entre Européens. Parce que l'humanité n'a pas de frontières, l'humanité n'a pas de couleur, l'humanité n'a pas de langue. Donc, de ce point de vue, nous sommes suffisamment prédisposés à dialoguer aujourd'hui sans complexe avec n'importe qui dans le monde. Mais malheureusement, à ce jour, nous sommes représentés par des acteurs qui non seulement dialoguent avec complexe, mais malheureusement s'acoquinent pour des intérêts inavoués. Donc, il y a, ce n'est pas une révolte, ce n'est pas une insurrection militaire, ce n'est pas... Non, il y a cette insurrection intellectuelle. Et cette insurrection intellectuelle qui a commencé par prendre forme. Et nous voudrions vraiment inviter l'Europe, le reste du monde, à commencer par regarder l'Afrique comme un continent qui veut aller de l'avant avec les acquis universels depuis 1948. Je pense que de l'éducation qu'on se donne aujourd'hui, des échanges que les jeunes ont sur le continent aujourd'hui, nous voudrions rompre avec cette possibilité ou bien avec ces scènes macabres où un Africain va acheter une âme qu'il n'a jamais fabriquée pour tuer un Africain, et c'est en plus le fabricant de l'âme qui vient organiser la paix. Ça n'a pas de sens. C'est une folie. Ça n'a pas de sens. Et les jeunes ont compris ça et veulent rompre avec. Merci bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vous avez fini parfaitement.